Bonjour et bienvenue à cette rencontre organisée par les Champs Libres à Rennes. Alors rencontre sans public en cette période de pandémie. Nous allons parler des personnes en EHPAD avec cette question qui nous a été proposée. Santé ou liberté, faut-il choisir? Cela à la fin donc d'une année 2020 où les résidents de ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ont été dans l'actualité en raison du nombre de décès liés à la Covid-19, mais aussi d'images qui ont pu marquer les esprits, notamment la vitre qui séparait les résidents des EHPAD et leurs proches qui venaient leur rendre visite, et puis aussi peut-être l'absence d'images, l'absence de paroles de ces personnes qui, dans certains établissements, eh bien, on ne savait pas ce qu'elles vivaient, comment elles vivaient l'isolement, que ce soit le cas pour les résidents comme pour le personnel. Nous allons parler de cela, du curseur aussi qui a peut-être pu bouger cette année entre santé et liberté en compagnie de trois invités. Donc ici au Champ Libre avec nous Karine Lefebvre qui est la vice-présidente du comité consultatif national d'éthique et qui a été présidente par intérim quand Jean-François Delfrécy a été appelé pour prendre la présidence du conseil scientifique Covid-19. Vous êtes professeur à l'école des hautes études en santé publique au département des sciences humaines et sociales. Et vous avez co-dirigé plusieurs livres, dont notamment une série de 4 livres, Protéger les majeurs vulnérables. Le dernier en date, c'est celui-ci, qui concerne l'éthique. Et donc, il va en être forcément, fortement question aujourd'hui pour interroger la sécurité, les droits et les libertés des personnes. Et puis je signale aussi un autre livre qui est un peu plus ancien, mais qui concerne également notre sujet. C'est celui-ci, La démocratie en santé en question. 2 livres qui sont parus aux éditions IG. Avec nous à distance, Séverine Labou, vous dirigez un établissement à profil gériatrique avec 3 quarts des places qui sont en EHPAD et un quart à un hôpital gériatrique à Los dans le Nord. C'est un établissement particulier puisqu'il est lié à un hôpital public avec la possibilité d'avoir davantage de places, mais aussi de pouvoir accueillir des personnes qui sont plus dépendantes en soins et que vous pouvez accueillir sur leur dernier jour, leur dernier temps. Et puis donc également avec nous à distance depuis le Morbihan, Florence Brault. Vous êtes aide-soignante et assistante de soins en gérontologie à Saint-Avé, une unité située dans un EHPAD. Et je vais commencer avec vous, Florence Brault, avant d'entendre nos autres intervenantes, pour que vous nous disiez comment vous avez vécu cette année 2020. Est-ce que votre établissement, l'établissement que vous connaissez, était préparé à ce qui est arrivé cette année? Euh, je l'ai un peu mal vécu en fait, parce que c'était compliqué. Clairement, pour la première vague, on n'était pas préparé. On a eu de la chance dans le Morbihan parce qu'on a eu des clusters assez tôt, donc on a été obligé de réagir assez vite. Donc on a mis pas mal de mesures en place assez vite, mais en fait on n'avait pas prévu cette détresse aussi qui allait nous tomber dessus. En fait, on s'est rendu compte que voilà, on veut à tout prix protéger les gens, mais c'est les protéger malgré eux. Et on n'avait pas prévu les retombées en fait psychologiques sur les soignants, les résidents et les aidants. La deuxième vague, on pensait y être mieux préparé parce qu'on avait eu le déconfinement entre-temps et qu'on avait eu pas mal de mesures qui avaient été mises en place entre-temps. Sauf que la deuxième vague nous est tombée dessus avec, avec la pandémie qui est arrivée dans notre service. Donc on croyait être prêt, mais au final, on ne l'était pas non plus. Et enfin, moi, j'ai été touchée et j'étais pas prête non plus. Donc, l'année 2020, je pense que je vais juste la rayer du calendrier et c'est l'oublier assez vite, en fait. Ouais. Votre établissement a été concerné ou non par, alors vous l'avez dit, hein, vous avez été atteinte par la Covid, mais votre établissement a été concerné ou non par des nombres de cas importants? Parce qu'on sait que les EHPAD ont posé beaucoup de questions. D'abord parce que les chiffres généraux des cas et des décès dans les EHPAD ont mis beaucoup de temps à rejoindre les chiffres généraux, mais on sait aussi que certains de ces établissements ont été massivement
impactés. Quel était le cas chez vous? Alors, chez nous, on a 3 services au sein d'un même établissement. On a un EHPAD, une USLD et une UHR. Finalement, on a eu de la chance parce que sur 98 résidents, on en a eu 12 de touchés qui ont été vraiment au sein d'un même service, plus un isolé dans un autre service, mais tout seul. Donc, on a eu énormément de chance. Donc, on n'a pas eu de décès en fait, liés au Covid, contrairement à d'autres EHPAD qui ont été beaucoup plus touchés que nous. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être que chez nous, ils sont plus durs à cuire, j'en sais rien. On a eu beaucoup de chance. Voilà. Les Bretons sont solides. Voilà. Séverine Labou, j'aimerais avoir aussi vous votre ressenti sur cette année 2020. Comment est-ce que vous l'avez vécu dans votre EHPAD? Comment ça a chamboulé peut-être l'ordinaire de votre travail et de la vie des résidents que vous accueillez? Alors, tout comme Florence Brod, c'est une année, on peut la qualifier de montagne russe, hein, d'un point de vue émotionnel et en termes de fonctionnement également. Puisqu'on est comme tous les Français en début d'année très inquiets, avec la peur au ventre de ce virus qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment il agit, on ne sait pas comment faire. Donc c'est la même chose déclinée au niveau des établissements. C'est ajouter aussi l'inconfort de ne pas avoir suffisamment d'équipements de protection individuelle, avec parfois le pari de lâcher les stocks qui existaient sans être sûr d'être livrés. Donc une tension permanente, une tension qui s'est aussi révélée lors du déconfinement. Pour nous, ça a été très compliqué. Hein. Beaucoup pourraient en témoigner. Le déconfinement a été une autre phase compliquée à vivre parce que lorsqu'on a réussi dans son établissement à faire en sorte que le virus n'entre pas, le moment du déconfinement est une vraie crainte, une vraie difficulté à surmonter pour l'ensemble des professionnels. Et puis, il y a la deuxième vague où là, on a plus d'équipements, on a plus de protocoles, mais il y a une grande fatigue qui s'est installée, une absence de visibilité. Et puis là, alors que nous sommes à l'aube d'une troisième vague, et où est encore présente une fatigue majorée encore et une absence de visibilité malgré le fait qu'il y ait une perspective de vaccin qui pose d'autres questions éthiques. Alors, sur le fait d'être préparé, oui et non. Dans les établissements EHPAD ou établissements de santé, nous avons tout un tas de plans, plan blanc, plan de sécurité, plan bleu, mais tout ça est pensé a priori. Dès lors qu'on n'y est pas confronté, on ne peut pas mesurer l'intégralité des difficultés, puisque, comme on le dit souvent, le diable se cache dans les détails. Et cette lutte que nous avons menée contre cette épidémie, cette pandémie, elle se cache évidemment aussi dans les détails. Et donc, comment pouvions-nous deviner que nous allions être en rupture de stock sur les masques, sur tout un tas de choses? On a découvert chemin faisant. Et comment a-t-on fait? On a été très ingénieux. Et puis aussi, on a aussi parfois fait juste à notre tête, avec notre bon sens. On n'a pas toujours suivi les préconisations du gouvernement. On a souvent été un petit peu en amont. Oui, parce que alors, il faut préciser quelque chose. Florence Brault l'a dit, elle est dans le Morbihan et la chance, entre guillemets, c'est d'avoir eu dans le Morbihan des clusters très très tôt, mais finalement assez peu de cas par la suite. Tandis que vous, Séverine Labou, vous êtes dans le Nord, qui a été l'une des régions les plus impactées et les plus tôt impactées avec toute la partie est de la France et notamment l'Alsace. Ça veut dire aussi que vous avez finalement été obligé d'innover parce que vous étiez en première ligne dans tous les sens du terme. Tout à fait. Nous, on a, dès fin février, dans l'établissement que je gère, on a décidé dès fin février, donc avant le gouvernement, d'aménager les visites, puis de les suspendre avec des dérogations, bien sûr, de visites autorisées, avant que le gouvernement nous demande, puisqu'on avait autour de nous, même dans nos effectifs, des gens qui commençaient à être positifs au Covid. Donc, on n'a pas eu le choix, il a fallu agir, on ne pouvait pas attendre des réactions nationales. Karine Lefeuvre, qu'est-ce qui est venu, selon vous, révéler cette année et puis donc les deux témoignages que l'on vient d'entendre sur la situation des EHPAD en France, et je mets bien pluriel à EHPAD puisqu'il y a des cas très particuliers. D'ailleurs, voilà, on a un cas en psychiatrie, on a un cas adossé à un hôpital public, il y a aussi les EHPAD privés, donc il y a une pluralité d'organisation et une pluralité de pratiques. Selon vous, qui est venu révéler cette année 2020? Eh bien,
Pour répondre, peut-être que la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est très important d'avoir commencé par entendre les témoignages d'une aide-soignante et d'une directrice d'établissement, c'est-à-dire les professionnels de terrain. Et la première chose que je voudrais dire avant de répondre à votre question, c'est qu'il faut rendre hommage à ces professionnels extrêmement investis et confrontés à autant d'incertitudes, de pression, mais de tous les niveaux, j'ai envie de dire. Et finalement, pour répondre à votre question, ce qu'elle a révélé, c'est que c'est une adaptabilité nécessaire par rapport à l'évaluation du risque, par rapport à une immense incertitude, à un espèce de saut dans le vide, à un temps complètement compressé au départ où il fallait réagir dans l'urgence et cette pression, les pouvoirs publics l'avaient aussi. Il y avait une attente extrêmement forte de vraiment l'ensemble des acteurs et puis l'ensemble des citoyens, pas uniquement dans les EHPAD, bien évidemment. Donc c'est cela en fait. C'est ce que cela a révélé, c'est comment on peut agir au plus juste dans l'urgence. Avec la volonté et la nécessité de sauvegarder ce bien commun qui est la santé pour tous, et puis parallèlement avec ces pressions complètement légitimes qu'on peut entendre aussi de l'ensemble des acteurs économiques, des parents d'élèves qui disent mais quid de l'éducation, comment faire pour trouver la bonne balance et sauvegarder les intérêts de tout un chacun. Ce que disait Séverine Labousse, ça vous semble être la règle ou c'est une exception, le fait qu'il a fallu parfois précéder les décisions gouvernementales ou inventer d'autres choses, parce qu'on est quand même dans une France qui est très verticale. En plus, on y mêle évidemment tous les services de santé, on y mêle l'Agence régionale de la santé, le ministère de la Santé, puis parfois aussi les groupes des EHPAD. Est-ce que beaucoup de cas, il a fallu s'affranchir justement de ces règles pour répondre et inventer des manières de répondre à ce qui est, à ce qui est arrivé? Alors, vous posez une très bonne question parce que dans cette balance entre liberté et contrainte, il y a la question du rapport à la loi et du rapport à la règle, au réglementaire, au protocole, qui sont là pour essayer de trouver une politique la plus homogène possible et la plus juste possible. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, selon les territoires, le risque n'était pas le même. Donc la première question, la première angoisse, et on peut l'entendre des professionnels de santé, à commencer par les directeurs de ces établissements, c'est la question de la responsabilité juridique. Et sauf que à côté de la responsabilité juridique, il y a la question du sens. Et c'est vraiment, on y reviendra, c'est ce sur quoi le Comité consultatif national d'éthique a beaucoup insisté dans son avis, dans plusieurs de ses avis, mais notamment celui du 30 mars, cette proportion nécessaire. Donc, selon les établissements et les régions, il y avait un risque plus fort. Donc, il n'a pas fallu attendre effectivement que ces protocoles sortent. Il a fallu, et ça c'était aussi de la responsabilité des directeurs, de ne pas attendre et d'anticiper. Mais du coup, puisqu'il y en a qui ont anticipé, vous imaginez en amont de cette politique générale et de cette communication des établissements qui ont fermé avant les autres, vous pouvez complètement imaginer la réaction et comprendre la réaction des familles qui du coup ne comprenaient pas du tout, qui disaient mais est-ce qu'on est dans un état totalitaire où l'EHPAD n'est pas une prison? Séverine Labouche, justement, sur ce que vient de dire Karine Lefeuve, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été facile, finalement, pas forcément de s'affranchir des règles, mais d'en imaginer d'autres et puis d'avoir à gérer eh bien, les pressions, bonnes ou mauvaises, qui viennent des institutions, qui viennent des résidents, qui viennent de leurs proches, qui viennent du personnel? Alors, oui, ça a été, je peux le dire, globalement facile parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et toutes ces règles, on les a décidées chaque semaine en cellule de crise. Nous, dès janvier, on s'est réunis en cellule de crise toutes les semaines. Alors, l'écueil majeur, c'est qu'il n'y avait pas dans les membres de cette cellule de crise des représentants des résidents, des patients et des familles. On comprendra cet été seulement qu'on a commis cette erreur-là, même si on n'a eu jamais aucun reproche, ni des résidents, ni des familles. Nous avons percuté, après la première vague, qu'on a fait tout sans leur demander leur avis. Néanmoins, on n'a pas dû trop se tromper parce que nous avons été extrêmement soutenus, beaucoup de messages d'encouragement des résidents et de leurs familles. Donc, on ne s'est pas trompé. Mais je pense que c'est aussi lié à une histoire que nous avons en commun depuis des années. On se connaît bien, surtout que les résidents vivent en EHPAD. C'est leur maison, donc on se connaît avec les familles. Il y a une vraie confiance. Donc, ça s'est globalement plutôt bien passé. Et surtout, dès le départ, nous, on avait prévu des visites dérogatoires. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis dans une suspension fermée. Et nous n'avons pas pratiqué l'isolement en chambre, sauf la fameuse semaine où cela avait été recommandé par le ministère,
On ne l'a fait qu'une semaine et après, on l'a tout de suite arrêté parce qu'on a vu que les résidents vivaient très, très mal. Il y avait vraiment un risque, alors non pas de syndrome de glissement, mais de glissement tout court. Florence Brault, on reviendra tout à l'heure sur la question plus spécifique des familles, mais là sur la question finalement d'inventer, d'innover, de faire avec les règles. Comment ça s'est passé chez vous? Qui, moi? Oui. Oui. D'accord, pardon. Nous, on n'a pas du tout. Je travaille dans une UHR, donc ce sont des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et qui sont dans une phase de la maladie où ils déambulent énormément. Donc, on n'a pas du tout fait le confinement en chambre, c'était pas possible. Donc, on a adapté les règles. Donc, ils ont, en fait, ils ont eu une vie à peu près normale. Comme d'habitude, c'est juste les visites qui étaient suspendues. On avait mis en place des visios avec des tablettes. Donc, chez nous, ça a été, le premier confinement, ça s'est bien passé parce qu'on a vraiment essayé de maintenir le quotidien comme il était. Le deuxième a été plus difficile parce que c'est là qu'on a été touché par la pandémie. Et on s'est rendu compte que c'était pas compliqué pour eux de rester en chambre étant donné qu'ils étaient malades, donc fatigués, donc au lit de toute façon. Mais c'était compliqué au niveau de l'organisation des soins parce que c'est pas du tout pareil pour les soignants que de passer de chambre en chambre ou que de servir un repas en commun. Donc on l'a vécu différemment sur les deux vagues en fait. Effectivement, c'est un temps autre qu'il a fallu imaginer. Je voudrais qu'on vienne justement à la question qui nous a été proposée entre santé et liberté. Peut-être commençons aussi par vous, Florence Brault. Comment cette question-là s'est posée pratiquement, pragmatiquement dans votre établissement? Est-ce qu'il a fallu, pour préserver la santé des résidents chez vous, rogner sur certaines libertés? Avec la particularité, vous l'avez dit, que les personnes n'avaient pas la pleine maîtrise d'eux-mêmes en raison de leur profil. Alors, les libertés qu'on a dû supprimer, et là, c'était... chez nous, c'est déjà une unité qui est fermée à la base. Donc déjà, à la base, les gens ne sortent pas, sauf s'ils sont accompagnés dans le parc ou en famille, mais ils ne peuvent pas sortir librement de l'établissement. Ce qui fait que la liberté, déjà... se pose là en temps normal. Ça a été surtout les visites des familles qui ont été... la principale privation de liberté, ça a été la présence de la famille et donc l'absence de la famille. Sinon, on n'a pas rogné sur grand-chose. En fait, chez nous, ça a été presque doux, finalement, ce confinement, parce que comme on n'avait plus les visites des familles, on a été d'autant plus attentifs, nous, en tant que soignants, et ça faisait comme un cocon au final. Enfin, c'est pas très sympa de ma part de dire ça parce que je vois plein de familles qui ont été dans la détresse, mais pour nous, au sein de l'unité, on a eu une atmosphère super protectrice et il y avait une très belle solidarité au sein de l'équipe parce que il y avait aussi les enfants des soignants qui n'avaient pas école, donc il y avait les soignants qui devaient s'organiser avec leur planning. Enfin, c'était un petit peu compliqué pour tout le monde et on a vraiment resserré les liens entre nous à plus échanger. Enfin, on s'est arrangé les uns les autres sur les plannings, sur plein de petites choses, plein de petits détails. En fait, on s'est donné du réconfort et je crois qu'avec les résidents, ça s'est vraiment ressenti parce qu'on a... ça a été comme une bulle de douceur au final. Pas le premier confinement. Après, on a eu le Covid qui nous est tombé dessus et là, ça a été une bulle de fièvre, de courbatures et de plein de trucs. Mais le premier, c'était presque sympa. Voilà, effectivement, le deuxième étant plus massif et plus dangereux, ça a changé les choses. Séverine Labou, chez vous, la question entre santé et sécurité, comment vous l'avez organisée, comment est-ce que vous l'avez gérée? Parce que on y reviendra peut-être avec vous, puis aussi avec Karine Lefeuvre. La question du risque que l'on prend, c'est pas simple non plus à décider. Alors, je dirais que finalement, notre expérience rejoint celle que Florence a pu vivre là où elle est, à quelques kilomètres en Bretagne. Donc, nous, entre santé et liberté, on n'a pas eu besoin de faire un choix. Il suffisait de concilier. Et qui dit concilier dit compromis. Alors, si on voit les choses négativement, on peut dire que c'est erroné. Moi, on pourrait le voir autrement comme une adaptation.
Et je pense que ça a été vécu comme cela dès la première vague. Alors bien sûr, il y a des conditions. Il faut que ce soit proportionnel, justifié, avec une date limite, évalué et surtout avec l'information et l'avis des usagers, des personnes concernées par le fait qu'on ait limité les libertés. Tout comme Florence, c'est d'abord les visites, en réalité, qu'on a encadrées, qui a été une atteinte, entre guillemets, aux libertés. Mais finalement, c'est la deuxième vague où on a quand même davantage, entre guillemets, encadré les différentes libertés, et c'est très surprenant avec l'aide de la démocratie participative. Comme je vous disais tout à l'heure, on s'est rendu compte au déconfinement. Bon, certes, on avait de très bons résultats, on était très soutenus par l'ensemble des résidents et leurs familles, mais on leur a jamais demandé leur avis. Donc, depuis cet été, on les réunit très régulièrement en CVS, Conseil de la vie sociale, etc., pour leur demander leurs avis et leurs idées. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont très surprenants parce que d'eux-mêmes, lors du Conseil de la vie sociale qu'on a eu au mois d'août, les résidents et leurs familles ont proposé l'autoconfinement à compter du 28 août pour 14 jours. Pourquoi? Pour faire face au retour de congé et à la rentrée scolaire. Donc, vous voyez, finalement, c'est dans cette deuxième vague où on a, entre guillemets, rogné davantage, mais cette fois-ci, en le faisant avec la démocratie participative. Et comme nous avons, tout comme Florence, commencé à avoir des premiers cas de Covid, on a eu un cluster vers fin octobre, donc pendant cette deuxième vague, c'est là où nous avons pratiqué des isolements par unité, selon l'architecture, toujours avec l'information et l'avis des résidents. Et c'est là où vraiment on a commencé à toucher aux libertés. Finalement, pas vraiment tant que ça lors de la première vague, dès lors que vous mettiez en place les visites encadrées. Alors, je pense que pour plein d'auditeurs et de téléspectateurs, ou spectateurs, je ne sais pas comment on va dire, de cette rencontre, ça paraît peut-être surprenant, Karine Lefebvre, ce que vient de nous raconter Florence Braud et puis Séverine Labousse. Ils nous ont plutôt parlé d'histoire d'adaptabilité, d'histoire d'accommodement, d'arrangement. Or, on a plutôt l'impression que tout d'un coup, on fermait les EHPAD, qu'on verrouillait toutes les portes. Est-ce que c'est aussi le point de vue que vous avez entendu d'autres établissements comparables, que finalement la gestion de la question du curseur entre santé et liberté, il ne s'est pas tant déplacé que cela? Alors, quand j'entends leurs témoignages, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la question de l'humanité, voilà, et du contact dans ce que décrit Florence, le contact humain, et la différence avec la perception de la famille, des familles qui ont été très, très angoissées en se disant mais on va plus les revoir, on va plus les revoir dans les mêmes circonstances. Ou... Ça, c'est vraiment très marquant. Et dans ce que décrit Séverine Labousse, c'est finalement la question du dialogue. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui... la question du dialogue, de la recherche, de la participation, de l'expression du consentement de ces personnes et puis de l'ensemble des acteurs, là encore, c'est la démocratie participative, la fameuse démocratie en santé dont on parlait tout à l'heure, c'est un élément clé. Il y a souvent eu de la communication avec les familles, mais la perception que j'en ai, alors je ne prétends pas avoir une connaissance globale de tout ce qui se passe dans tous les établissements, mais quand même, ce que je perçois, c'est que dans les établissements où il y a eu un dialogue beaucoup plus fin, pas uniquement sur les protocoles, mais sur les explications et sur l'écoute. Écouter les angoisses des personnes, essayer de comprendre de part et d'autre. Dans ces établissements-là, on sent que les choses se sont mieux passées et qu'il y a eu moins de situations d'expression d'agressivité, etc. C'est très intéressant ce que disait tout à l'heure Séverine Labousse sur ce qui s'est passé dans la première vague. Il a fallu, et d'ailleurs on peut le constater même au niveau politique, c'est-à-dire qu'il a fallu faire très vite dans l'urgence et donc on en a oublié des essentiels, c'est-à-dire d'intégrer, d'aller demander l'expression des principaux intéressés. Ça, c'est la question de la démocratie participative. Et puis, on a oublié aussi à ce moment-là, d'aller consulter, ou en tout cas, on n'a pas eu, tout le monde n'a pas eu ce réflexe-là, tous les établissements n'ont pas eu ce réflexe, d'aller consulter des personnes qui font partie de comités de réflexion éthique pour justement se décaler un petit peu le questionnement, prendre un peu de hauteur, de recul, pas de côté, tout ce que vous voulez, mais d'essayer de poser les questions un petit peu autrement. Voilà. Et pourtant, je sais que dans l'établissement de Séverine Labousse, il y a une implication très forte sur cette question-là, ce qui démontre bien que même avec une directrice très impliquée
impliqué sur ces questions et ses équipes, et ben dans l'urgence, voilà, il a fallu parer très vite aux situations. Mais ça, c'est pas lié simplement aux EHPAD, c'est lié à tout ce qui s'est passé. C'est par un simple décret que l'on a décrété le confinement général de la population, l'arrêt d'une grande partie de l'activité économique. Finalement, l'EHPAD et la question de la santé n'est que l'un des maillons de cette prise de Alors, décision. oui, mais avant de prendre cette décision, le Comité consultatif national d'éthique a été saisi par Olivier Véran, donc le ministre des Solidarités et de la Santé, ce qui est assez significatif. C'est-à-dire que c'est la première fois où le CCNE qui a été créé en 83, hein, je le rappelle, par François Mitterrand, a été saisi autant de fois durant cette crise. Voilà. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Il a été saisi dès le début. Ça a donné lieu à l'avis du 13 mars sur les enjeux éthiques face à une pandémie. On nous demandait finalement, alertez-nous, hein, sur les points de vigilance et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse mettre en œuvre. Et on avait alerté justement sur l'intérêt de créer des cellules éthiques de soutien en région. Et ça a marché, ça a été fait. Ça, c'est le côté très positif. Et cette deuxième saisine donc, sur le confinement en EHPAD, la question justement que nous posait le ministre, c'était est-ce qu'il faut généraliser le confinement de la même façon pour tout le monde, voilà. Et notre réponse a été de dire, bien sûr, dans ce contexte tout à fait particulier, les libertés, on ne va pas les appréhender de la même façon, elles vont être restreintes, mais attention à garder justement en vue, à côté de ce risque épidémique, l'autre risque qui émerge extrêmement important pour les plus vulnérables, c'est ce risque de la perte du lien social, de glissement effectivement et de traumatisme psychologique peut-être même plus grave que ce risque épidémique pour certains en proportion du risque. Et du coup, on a appelé à cette proportion, à cette adéquation des mesures, essayer de trouver pas la même solution partout en France de la même façon, mais que chaque équipe réfléchisse à plusieurs, y compris en faisant appel donc, à cette expression des principaux intéressés, y compris en faisant appel à ce questionnement éthique, pour prendre tous ensemble la décision la plus adaptée à cet établissement pour une période pour une période donnée où il faut se réinterroger assez régulièrement. C'est important parce que là, on est dans l'exception au principe des libertés. Et Dieu sait si en France, on est très sensible et bien sûr à cette préservation des libertés individuelles et collectives. Séverine Labou, vous l'avez trouvé comment ce temps-là dans un ordinaire d'un établissement d'EHPAD où il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de temps qui sont consacrés à plein d'activités différentes et plein de préoccupations différentes. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Comment est-ce que vous l'avez créé, ce temps de réflexion, ce temps de questionnement sur l'éthique qui est un pas de côté puis qui demande parfois une décision ou une réflexion beaucoup plus longue, qui s'inscrit dans un temps beaucoup plus long que celui de l'urgence que vous avez dû affronter? Eh bien, ce temps, il a fallu le créer. C'est comme tout. C'est comme beaucoup de choses, en fait. Il faut avoir l'envie pour se dégager le temps. Même si nous sommes effectivement extrêmement chargés, il faut considérer ce temps-là comme un maillon essentiel, comme le disait tout à l'heure Karine Lefebvre, de la décision. Et donc, il faut être très dans l'anticipation et dans cette organisation, dans cet agenda au carré pour pouvoir permettre ces expressions-là. J'avoue que pendant la première vague, même si on ne s'est pas interrogé sur l'avis ou l'information des usagers, je me disais, mais de toute façon, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. C'est vrai que pendant la première vague, quand vous découvrez, moi, je ne faisais plus que du Covid-19, rien que cela, plus rien d'autre de mon quotidien qui pourtant m'occupe largement. Je me suis même transformée en négociatrice de tissus pour réaliser des surblouses. C'est assez incroyable, on pourra en parler pendant des heures. Mais voilà, pendant la première vague, c'est pas possible parce qu'il y avait l'effet de surprise et il fallait tout contrôler. Là, le déconfinement et la deuxième vague, on a tout un tas de choses déjà mises en place, donc on peut se créer ce temps-là et il faut le considérer comme une étape nécessaire à la prise de décision. Mais encore une fois, ça nécessite de l'anticipation. Mais c'est compris par tout le monde, ça, Karine Lefebvre, parce que avec la question de la liberté, il y a la question du risque aussi sur lequel vous avez travaillé. Et puis j'ai vu que le carnet des sciences du CNRS qui vient de sortir est consacré justement à cette question du risque. On l'a entendu beaucoup, ça, mais moi, je peux prendre des risques au nom de ma liberté. Comment ça s'est venu impacter la réflexion sur l'éthique et la réflexion sur la protection des personnes vulnérables? Alors là, vous faites référence au droit au risque, c'est-à-dire le droit de prendre des risques, le droit de faire des choix. Alors, cette question de la recherche de l'expression de la personne, de l'expression citoyenne, elle est présente dans tous les avis, les 6 contributions du CCNE depuis le début.
Par contre, dans cette réponse à la saisine du 30 mars sur le confinement en EHPAD, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pointe le risque, mais on l'a pas, et on pointe l'importance de rechercher le consentement, mais on n'a pas insisté sur, en tout cas, c'est vrai qu'on l'a pas formulé comme tel, et maintenant je vois les choses un petit peu autrement. Peut-être que si on devait le réécrire, ça serait intéressant d'insister sur cette formule de la question du droit au risque. Et c'est très compliqué parce que le droit au risque, c'est le droit de prendre des risques, le droit de faire ce choix. Mais si je prends ce risque pour moi, est-ce que j'ai le droit de le prendre pour les autres, hein? C'est ce fameux dilemme entre la liberté individuelle, la liberté collective, l'intérêt propre et puis l'intérêt général. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on a pointé dans ces différents avis, aussi bien dans le premier du 13 mars sur vraiment au tout début, hein, des enjeux éthiques face au confinement, mais aussi vraiment, je vous invite à le lire sur le site du CCNE. L'avis sur le déconfinement, à l'époque, c'était l'avis sur le déconfinement du 23 mai, responsabilité, solidarité, confiance, où on pointait ces enjeux autour du vivre ensemble, de l'expression citoyenne. Voilà. Donc, cette notion de risque, bien sûr qu'elle elle a été très, très présente dans nos échanges, même si on ne l'a pas utilisé l'expression de droit au risque, on en a parlé quand même. Florence Braud, est-ce que vous l'avez aussi senti, vous, cette question du risque qui s'est posée, peut-être dans le rapport aux familles qui désiraient tout d'un coup prendre le temps d'un repas, le temps d'un week-end à le membre de leur famille qui était dans votre établissement, sans forcément se soucier de tout ce que cela pouvait impacter autour en termes de conséquences, de risques au moment du retour en établissement? Alors, je voudrais juste revenir sur, on a parlé des cellules d'éthique d'urgence à un moment dans la conversation. Je fais partie du comité d'éthique de mon établissement et en fait, je n'ai appris l'existence de ces cellules d'éthique d'urgence qu'il y a 2 semaines. Enfin, donc, on sait qu'il y a des tas de choses qui sont mises en place, mais parfois, elles n'ont pas été forcément communiquées. Et nous, dans le comité d'éthique, en fait, on est tous tombés des nues en apprenant que dans la ville d'à côté, il y avait ça. On s'est dit, mais mince, ça nous aurait été vachement utile, en fait. Ça, c'était juste un aparté. Voilà, donc le Covid ensuite, vous a permis effectivement de découvrir des institutions qui existaient chez vous. Hein. Bon, maintenant, on saura qu'il y en a une. Le droit au risque, c'est une question qu'on s'est tous posée dans notre unité. On en a beaucoup discuté avec les familles parce que c'est vrai que nous, on a de la chance, comme c'est des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est des familles qui sont présentes. Et donc, on a vraiment de la chance de ce point de vue-là parce qu'il y a une bonne relation avec les familles. Il y a beaucoup de discussions chez nous. Donc, c'est quelque chose qu'on a évidemment évoqué. Ce qu'on a constaté, prosaïquement, c'est que lors de la deuxième vague, le virus est entré soit par un résident, soit par un soignant, soit par un aidant. On ne sait pas, on ne saura jamais. Et puis, c'est rentré, c'est rentré. Et d'un coup, tout le service est tombé malade. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a pris le risque de tomber malade, peut-être sans le savoir. On ne sait pas. Mais d'un coup, il y a eu 20 personnes impactées et 20 personnes qui ont contaminé leur mari, leurs enfants, leurs parents. Donc, pour le droit au risque individuel, c'est comme si moi je disais, je prends un avion, je ne sais pas super bien piloter. Pour tout vous dire, je ne pilote pas d'avion, donc je ne sais pas du tout piloter. Je prends le risque de piloter un avion, je me crache, je vais être en vie pour moi. Par contre, si j'y vais sans passagers, quoi. Parce que les passagers, peut-être qu'eux, ils n'avaient pas envie de prendre le droit au risque. Et concrètement, à titre personnel, j'ai tout fait pour ne pas tomber malade. J'ai super respecté le confinement. Je mets des masques tout le temps. Je n'arrête pas de me laver les mains. Je ne touche plus ma belle-mère depuis 6 mois. Et pourtant, je peux vous dire que j'adore ma belle-mère. Je touche à peine mes enfants. Je connais plein de gens qui sont hyper respectueux du confinement et des gestes barrières. Et plein de gens qui sont quand même tombés malades. Parce que dans les métiers qu'on fait, on ne peut pas faire des gestes barrières lors des soins. Je veux dire, on aide des gens à se laver, donc on frotte le dos, on touche la peau parce qu'on rase. Évidemment, on n'est pas des robots, on touche les gens et parfois on les aide à manger, ils toussent, donc ils nous crachent dessus. Mais moi, je n'avais pas envie de prendre le risque d'être malade. Je n'avais pas du tout envie et je l'ai très mal vécu d'être malade. Je l'ai vécu comme une injustice
en fait. Enfin, c'est un peu Calimero, mais je me suis dit, mince, il y a des tas de gens qui ne veulent pas tomber malades, et finalement, ils sont quand même malades. Donc, le droit au risque des uns, ouais, mais le droit aussi à la bonne santé des autres. Ouais. Séverine Labou, est-ce que ça aussi, vous l'avez vécu sur peut-être des moments de friction avec les familles aussi qui voilà, voulaient prendre chez elles un résident sans se soucier au moment du retour si la personne pouvait venir avec le virus ou non? Alors, il y a eu très peu de difficultés avec les familles sur les 205 résidents que nous avons. Juste avec une ou deux familles, ça a été un peu compliqué. Et je dirais qu'à la limite, ces questions-là, de prendre son proche à domicile, étaient des questions éthiques agréables à résoudre. On a eu un exemple très concret. Une petite fille qui voulait se marier donc le 19 septembre, voulait prendre sa grand-mère avec elle lors du mariage. Alors, si on se remet en septembre, un mariage le 19, on sait très bien qu'il y a un énorme risque pour cette résidente qui, en plus, intègre une unité fermée. Alors, c'est pas une UHR comme Florence, mais une UVA, unité de vie Alzheimer. Donc, on a essayé, voilà, d'en discuter, d'être créatif. On avait une idée précise, c'est-à-dire qu'on allait proposer le retour en isolement en chambre pendant 7 jours. Et puis, finalement, d'elle-même, la famille, la petite fille a dit, bah, finalement, je veux pas prendre de risque pour ma grand-mère et pour les personnes qui sont dans cette unité. Donc, elle a trouvé une autre solution. Elle est venue le week-end d'après avec sa robe de mariée. Elle a montré les vidéos et les photos à sa grand-mère. Donc, ça s'est plutôt bien passé avec les familles. Peut-être une ou deux, ça a été très compliqué, qui ne comprenaient pas, mais c'était surtout au début du déconfinement. Mais sinon, globalement, ça se passe bien. Moi, je suis contente d'entendre ce que dit Florence et ce que dit Karine Lefebvre, parce qu'à titre personnel, j'ai beaucoup souffert des discours des penseurs extérieurs qui commençaient à nous reprocher, dans le cadre de l'impact bashing, de ne pas respecter le droit au risque. Je suis ravie d'entendre aujourd'hui qu'on se rappelle que c'est une vie en collectivité et qu'il y a le droit à la santé des autres. Et cette phrase qu'on entend d'habitude souvent en France, qui consiste à dire « ma liberté s'arrête où commence celle des autres », on n'entendait plus parce que finalement, ma liberté de prendre des risques s'arrête où commence la mise en danger d'autrui. Donc, je suis ravie que désormais, ça fasse partie intégrante des réflexions. Parce qu'on a beaucoup dit aussi des directeurs qui cherchaient, c'est vrai, de temps en temps ouvrir le parapluie pour se protéger juridiquement, mais pas que. Nous sommes responsables d'une collectivité de personnes qui vivent ensemble. Et tenez-vous bien, il y a des personnes de 98 ans qui ont envie de vivre encore longtemps et donc qui avaient envie qu'on nous protège. Donc voilà comment ça s'est passé chez nous. Oui, vous dites ça effectivement des personnes de 98 ans qui ont encore envie de vivre longtemps, en référence au discours peut-être qu'on a entendu plus récemment qu'au début, en disant mais de toute façon ça touche des personnes qui voilà, ont raccourci simplement leur durée de vie de quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Comment vous les avez entendues, vous, ces paroles, Séverine Labou? Alors, comme je disais, au déconfinement, quand on a commencé à demander l'avis et les idées des résidents, c'est là qu'on a eu ces retours-là, puisqu'on avait une vision générale nationale qui était véhiculée, qui consistait à dire que voilà, les résidents, eux, il leur reste plus beaucoup de temps à vivre, donc l'important, c'est de pouvoir être en lien avec leurs enfants et petits-enfants. Et c'est vrai que nous, quand on leur a demandé leur avis, ils nous ont dit, bah oui, j'ai envie d'être en contact avec mes enfants et petits-enfants, mais j'ai aussi envie de vivre longtemps pour voir ce qu'ils vont devenir. La dame à laquelle je fais référence, qui a 98 ans, c'est elle qui a proposé le confinement, l'autoconfinement de 14 jours et qui nous a soutenus dans toutes les mesures qu'on a pu faire parce qu'elle s'est dit, moi j'ai envie de savoir ce que va devenir ma petite fille dans X, Y temps parce qu'elle doit passer le baccalauréat, j'ai envie de vivre. Et donc, les mesures de protection, si elles sont faites de manière proportionnelle en nous demandant notre avis, ça passe. Et donc, ils étaient nombreux à la rejoindre sur ce point de vue. Ça, c'est effectivement une question qu'on aurait pu rajouter, Karine Lefebvre, entre santé et liberté, et puis durée de vie possible. Encore, comment est-ce que vous entendez justement ces témoignages et puis voilà aussi ce que dit Séverine Labou, mais ce que dit aussi Florence Brault sur l'EHPAD bashing. Et d'un côté, le fait que de toute façon, c'est des personnes âgées, très âgées, donc si on les ampute de quelques mois de vie supplémentaires, ça paraîtrait pas très grave. Parce qu'on avait déjà un tout petit peu entendu lors de la canicule de 2003. Comment est-ce que vous entendez ça et comment est-ce que vous regardez ça par rapport à ces expériences-là? Alors, juste peut-être la dame à laquelle fait référence Séverine Labou, elle a peut-être envie de fêter en famille ses 100 ans.
le, le repère de la centenaire n'est pas loin. Alors pour le coup, je reprendrai l'image de la thématique du risque. Peut-être que le risque majeur, c'est la rupture de la cohésion sociale et de la solidarité. Il faut qu'on soit très très sensible à ça parce que on entend bien sûr, attention, on sacrifie les jeunes, les vieilles personnes, bah, effectivement, elles n'ont plus que quelques mois, années à vivre. On Donc, s'interroge plutôt sur qu'est-ce que c'est d'avoir 20 ans en 2020 plutôt que qu'est-ce que c'est d'avoir 80, 90 ans en 2020. c'est vrai, mais la question de la jeunesse sacrifiée, on l'entend quand même très souvent. Donc, euh, là encore, je pense que je suis loin d'être la seule. Nous pensons à beaucoup, et notamment les associations d'usagers, des grandes instances, que il va vraiment être temps d'organiser un retour d'expérience générale et d'aller solliciter cette expression citoyenne pour finalement, parce qu'on n'a pas pu anticiper, parce que c'est arrivé de façon très brutale, essayer de tirer les tenants et aboutissants d'essayer voilà, de tirer les leçons de cette expérience pour éviter que l'on se retrouve dans cette situation. Je regardais ce matin les chiffres des personnes décédées de la canicule, c'était plus de 19 000 en 2007, 2003, ouais. Des 19 000, et l'année dernière, c'était 1500. Donc je pense qu'on a tiré les conséquences pour cette question-là, même si c'est toujours trop. Mais il va falloir vraiment qu'on insiste sur ce dialogue entre toutes les générations pour éviter ces clivages. Ouais, parce que pour l'instant, l'un des dialogues entre générations, c'est, je reprends l'image du début, la fameuse vitre que l'on a vue. Comment vous l'avez vue, vous, cette image-là, qui a été une des images marquantes quand même de cette année entre les personnes âgées d'un côté et les moins âgées de l'autre, hein. Alors, je trouve que c'est une image tout à fait intéressante parce que il y a un contact. Ce n'est pas le même contact que d'habitude. La vitre est transparente, donc ça permet, ça permet de se voir. Mais c'est vrai que de façon très pratico-pratique. J'entendais encore un témoignage il n'y a pas très longtemps d'une fille qui disait, je suis allée voir ma mère en EHPAD, on ne pouvait pas se voir dans les chambres par rapport au risque particulièrement fort dans cet établissement. Donc on était dans une grande salle commune. On la voyait, on était à distance, mais on avait les masques, donc elle ne nous entendait pas, donc on était obligé de parler fort, donc il n'y avait aucune intimité. Et finalement, c'était d'une immense frustration. Alors c'était effectivement très positif de pouvoir se voir, mais ça génère des frustrations. Je pense qu'il faut faire preuve d'une grande patience. Et peut-être qu'un message que je voudrais passer, c'est aussi d'une grande bienveillance, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont compréhensives, mais il y a aussi des réactions, même si on peut les entendre, extrêmement brutales par rapport aux professionnels. Et à l'inverse, peut-être alors vraiment, je ne voudrais pas avoir donné l'impression de donner des leçons, c'est pas du tout mon objectif, mais renforcer ce dialogue et cette écoute, ça me paraît vraiment des choses très, très importantes. Est-ce que ça dépend beaucoup, là, ici, de la nature des établissements dans lesquels ces personnels travaillent? Parce que finalement, avec Séverine Labou et avec Florence Braud, on a des interlocutrices qui ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble des EHPAD de France. Il y a les EHPAD publics, des EHPAD spécialisés, et puis il y a les EHPAD privés cotés en bourse. Est-ce que là, il y a eu des cas qui sont très variables en fonction de la nature et des objectifs des groupes auxquels appartiennent les EHPAD? Et des moyens donc mis en place aussi, à la fois pour lutter contre la Covid et à la fois aussi pour organiser un bien vivre tout simplement. Alors, je ne sais pas si ce ne serait pas réducteur de faire la scission public-privé. Vraiment, c'est davantage ce rapport à la loi dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a eu des témoignages dans certains établissements, et d'ailleurs Séverine en parlait tout à l'heure, où finalement, pour résoudre tout risque, c'est sûr qu'on résout tout risque en enfermant tout le monde dans sa chambre de façon drastique. Et quand on entend des témoignages de familles qui disent on n'a pas pu rentrer dans l'établissement depuis des mois et des mois, alors qu'il y a d'autres établissements qui, effectivement, essayent d'organiser un petit peu de souplesse, même si ça génère des frustrations. Voilà. Donc, il faut vraiment réussir à toujours avoir cette balance dans la tête de la plus juste mesure. Il y a des établissements où, quand il y a eu une vingtaine, voire plus, une trentaine de personnes décédées, on peut imaginer le traumatisme pour tout le monde, je vais résumer, pour tout le monde, et on peut
voilà, mieux comprendre qu'effectivement, ces protocoles soient appliqués beaucoup plus strictement dans ce type d'établissement. Mais là où c'est moins compréhensible, c'est que quand des établissements où il n'y a pas eu de cas Covid positifs, ces protocoles ont été appliqués aussi strictement que dans les établissements précédents. C'est là où effectivement cette réflexion collective doit avancer. Voilà. Florence Brault, alors je vous demanderai du coup des réponses pas trop longues s'il vous plaît, en raison de la qualité du son. Cette image de la vitre, j'y reviens parce qu'elle a vraiment été marquante. Est-ce qu'elle a été expérimentée chez vous? Quelle relation y avait-il avec les familles? Alors, chez nous, on n'a pas eu de vitre. On a fait en sorte que les gestes barrières soient respectés avec de la distanciation entre les fauteuils, par exemple, sur lesquels les gens s'asseyaient. Donc, on n'a pas eu affaire à la vitre. Après, de manière plus pragmatique et plus froide, j'ai plusieurs images en tête et je peux vous dire qu'entre celle de la vitre et celle d'une toilette mortuaire, je préfère encore celle de la vitre. Je suis désolée, mais on a aussi, il y a aussi notre réalité de soignant qui fait qu'une personne en fin de vie, c'est aussi très difficile. Et à la limite, je me dis, la vitre, c'est temporaire, c'est le temps que la pandémie passe. La mort, c'est définitif. À choisir, voilà. Ouais, effectivement, parole forte et en même temps qui me permet justement d'embrayer sur le thème que je souhaitais aborder ensuite, c'est la question effectivement de la fin de vie, parce que c'est aussi une autre des images marquantes, une des absences d'images marquantes, celle des funérailles, celle de la fin de vie, de l'accompagnement vers une fin de vie. Séverine Labou, peut-être vous pouvez nous donner votre expérience de comment accompagner les personnes en fin de vie quand elles sont atteintes du Covid, de la Covid. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas chez vous? Alors, nous n'avons pas eu à accompagner par bonheur une personne en fin de vie liée au Covid-19, en tout cas sur de syndromes respiratoires. Nous, on a comme tous les EHPAD, c'est une obligation depuis 2006, obligatoirement dans nos protocoles, dans notre façon de fonctionner, obligatoirement une réflexion sur la fin de vie, comment on l'accompagne et comment on gère la douleur. Et on a nos propres moyens internes, donc ça passe par de la formation récurrente tous les ans. Il faut évidemment des moyens humains. Si c'est pour moi encore l'occasion aujourd'hui de militer pour que nous ayons des moyens humains, parce qu'il faut des êtres humains pour s'occuper d'êtres humains à un moment donné, on peut tourner le ridicule dans tous les sens, mais il nous faut des moyens. Donc, à partir du moment où vous avez des personnes pour accompagner d'autres personnes, des moyens en termes d'équipement, de médicaments, d'oxygène, etc., que vous avez une réflexion d'établissement, des formations qui sont suivies. Vous avez aussi le lien avec les équipes mobiles de soins palliatifs ou les équipes HAD, hospitalisation à domicile, qui peuvent nous aider à accompagner jusqu'au bout nos résidents. Parce qu'il faut savoir que pour nous, en EHPAD, c'est une fierté, entre guillemets, d'accompagner jusqu'au bout nos résidents. Pour nous, quand un résident va mourir à l'hôpital, c'est un déchirement. Parce qu'on sait qu'il va mourir dans un lieu qui n'est pas son lieu de vie, qui n'est pas son domicile, entouré de visages qu'il ne connaît pas forcément. Il y aura peut-être la famille qui pourra être là. Mais voilà, pour nous, c'est comme un échec et ça fait partie de notre mission d'accompagner jusqu'au bout, Covid ou non Covid. Alors, quand il y a du Covid et qu'il y a du syndrome de détresse respiratoire, c'est quand même mieux d'avoir un équipement oxygène et tous les médicaments qu'il faut, car n'oublions pas qu'il y a eu un sujet à un moment donné pendant la première vague de pénurie de médicaments, d'où midazolam qui est très utilisé en EHPAD pour accompagner jusqu'au bout au niveau de la fin de vie. Donc, nous n'y avons pas été confrontés. En revanche, pour être totalement transparente, nous avons eu un résident qui a été atteint du Covid et qui a chuté. Alors, c'est un résident qui avait l'habitude de chuter, mais il a chuté en étant fatigué par le Covid. Il s'est donc fait un énorme trauma crânien et malheureusement, il nous a quittés 3 jours plus tard. Donc, c'était pas lié au syndrome de détresse respiratoire, mais malgré tout, c'est une des conséquences du Covid. Donc, nous avons pu l'accompagner jusqu'au bout avec nos équipes, nos moyens et notre équipe mobile de soins palliatifs. Karine Lefebvre, alors là, je fais plus appel à vous en tant que vice-présidente du comité consultatif national d'éthique, en tant que professeur à l'école de santé publique, sur les questions que l'on vient d'entendre. Elles sont doubles. C'est la qualité de la fin de vie et c'est la question des funérailles. Est-ce que vous avez été là aussi saisi? Est-ce que vous avez été aussi amené à donner des réponses à ces questions qui se sont posées différemment en cette année 2020 que dans les années précédentes?
Eh bien, justement, je vous disais tout à l'heure, quand nous avions été saisis à 4 reprises par Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, pour le coup, sur la question de la fin de vie et du deuil, nous nous sommes autosaisis. Pourquoi nous nous sommes autosaisis? C'est une capacité du CCNE de s'autosaisir, parce que nous avons eu beaucoup de remontées du terrain, j'ai envie de dire une levée de bouclier du terrain, à la fois des familles, à la fois des professionnels, des associations d'usagers, etc., des cellules éthiques du soutien qui nous ont dit alerte, alerte. Il y a un non-sens total, un décret donc du 1er avril extrêmement restrictif qui fait que il n'y avait plus ce lien, plus cette possibilité de faire le deuil, de voir justement, alors non pas de toucher, ça on peut l'entendre par rapport aux précautions sanitaires, mais de ne plus du tout pouvoir dire adieu en fait à son proche avec le fait d'être deux uniquement, ou en tout cas en nombre très restreint aux funérailles. Voilà. Donc à cette angoisse, on va dire, pendant cette première vague, c'est surajouter ces règles pour le coup extrêmement draconiennes. Et donc nous avons alerté, nous nous sommes autosaisis, nous avons alerté le Premier ministre et le ministre de la Santé, et nous avons été entendus, sachant que le CCNE n'émet que des avis consultatifs, mais il a quand même une certaine autorité. On n'est pas toujours suivi, on l'a été en l'occurrence, puisque à la fin du mois d'avril, le fameux décret a été modifié pour réinstaurer un peu plus de marge de liberté, tout en tenant compte, bien sûr, les considérations de prudence. Sur la fin de vie, dans l'ensemble des avis depuis début mars, on insiste bien sur le fait qu'on est ici dans une situation exceptionnelle où on doit pouvoir permettre justement, laisser entrouverte, si je prends une image, la porte pour la visite de famille dans ces situations complètement extrêmement tristes et douloureuses. Et puis une dernière question, j'en 3 dernières questions, donc comme ça, une pour chacune d'entre vous. On va commencer avec vous, Florence Braud. Est-ce que vous avez senti un changement dans le regard des gens sur vous en tant que personnel des EHPAD? Vous avez parlé de l'EHPAD bashing. Est-ce que vous avez senti quand même qu'il y avait, on sait la question des moyens, on sait la question du manque de reconnaissance et du manque de reconnaissance sociale. Est-ce que vous avez cependant senti un changement durant cette année 2020 sur vous en tant que personnel travaillant dans un EHPAD? J'ai surtout senti un changement entre les 2 vagues, où la première vague, on a été des héros, avec les capes, les masques, on était magnifiques, on était applaudis. Et entre-temps, il y a eu le retour de l'EHPAD bashing. Et quand je regarde un petit peu les groupes de discussion, certains groupes de familles sur les réseaux sociaux, ou même un peu le tout venant, on est à nouveau comparé à des prisons. On parle d'incarcération, on parle d'euthanasie des gens, alors qu'on n'est pas du tout là. Et en fait, ça se retourne à nouveau contre nous. J'ai l'impression que rien ne change, en fait. On revient comme avant, c'est-à-dire qu'il va falloir à nouveau ramer pour montrer aussi la beauté de cette profession du prendre soin, et pour dire qu'on peut faire de très belles choses dans l'accompagnement des personnes en EHPAD, que non, les EHPAD ne sont pas des prisons, les soignants ne sont pas des tortionnaires. On essaye d'accompagner dignement, avec humanité, avec tendresse, avec beauté, jusqu'au bout. Chez les personnes en fin de vie, jusqu'au bout, on prend soin d'elles, elles sont présentables, elles sont entourées. J'aimerais bien juste dire ça, quoi. On fait notre métier du mieux qu'on peut. Voilà. Et puis la dernière question pour vous, Séverine Labousse, c'est une question d'actualité avec la question des vaccins qui se pose actuellement à l'heure où on enregistre cette rencontre. Comment on réagit chez vous, les résidents des EHPAD et les soignants, à l'annonce de possibles vaccins? Eh bien, je crois que nous allons à nouveau connaître beaucoup de questions éthiques et d'inconfort, puisque nous avons commencé à faire un sondage auprès de nos résidents pour savoir s'ils vont se vacciner. Ça n'est qu'un sondage. D'ailleurs, c'est un héritage de notre remise en question sur la démocratie participative. Nous avons décidé désormais de consulter davantage nos résidents via des sondages ou des référendums.
Et là, sur la question des vaccins, on va nous demander d'être prêts très tôt, début janvier. On parle du 4 janvier. Et encore une fois, dans cette idée d'anticipation, on les a sondés pour connaître leur avis. Et puis, la semaine prochaine, on se réunit en instance. On va discuter de ces avis. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que j'ai 2 résidences. Il y a une première résidence où les résidents se prononcent majoritairement contre le fait de faire le vaccin, avec des verbatims tels que je ne sais pas s'il n'y a pas des risques secondaires, on ne sait rien là-dessus, je vais peut-être développer d'autres maladies, j'ai envie de vivre. Et vous avez sur l'autre résidence, qui comprend beaucoup plus de résidents, il y en a 157, où seulement 78 ont pu s'exprimer. Donc ça, c'est la réalité de vie dans les EHPAD, hein, tout le monde ne peut pas s'exprimer. Et là, les 78, il y a eu 59 personnes qui se sont prononcées pour la vaccination. Donc voilà, on a déjà ce sondage-là. Et puis, donc, on va en discuter la semaine prochaine. Et puis, évidemment, viendra l'instant de la vaccination, où là, c'est une décision individuelle de chaque résident. Donc, il y a tout un tas de questions qui l'on sent venir. On en discutait tout à l'heure en aparté avec Karine Lefebvre. C'est d'abord comment s'assurer du bon consentement de nos résidents à leur vaccination, parce que tout le monde peut les influencer dans cette décision, surtout quand ils ont des troubles cognitifs. Et puis, je vais devoir faire face en tant que directrice à des questions des résidents ou des familles qui vont me dire moi, je suis vaccinée, j'estime que vous n'avez plus à restreindre mes visites ni mes allées et venues en termes de confinement, d'unité. Sachant que le vaccin qui va être distribué en début janvier ne permet pas de lutter contre la contagiosité, mais permet de lutter contre le développement du virus dans votre corps. Donc, vous voyez que éthiquement, on va avoir tout un tas de questions et que nous allons être à nouveau dans la difficulté et potentiellement dans un risque d'incompréhension avec les résidents et les familles. Donc, tout ça, ça s'anticipe et on commence dès maintenant. Sur la question du personnel, nous allons bientôt les sonder. Mais je pense que majoritairement, mais je me trompe peut-être, majoritairement, ils ne vont pas être pour le vaccin parce qu'il y a un manque de recul, principalement. Effectivement, il arrive très très vite ce vaccin. Et puis la dernière question pour vous, Karine Lefebvre, est-ce qu'à votre avis, cette année 2020 a fait changer le regard des Français sur leurs aînés, puisque on voit qu'il y a la question des EHPAD, mais on voit aussi, on se rappelle peut-être qu'on a imaginé un temps que ce seraient les personnes de plus de 60 ou 70 ans qui devraient rester confinées chez elles plus longtemps que les autres. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur la considération que l'on a pour les personnes les plus âgées? Cela risquerait d'avoir un impact effectivement peut-être assez néfaste sur la représentation de ces personnes âgées pour qui l'on fait tout et on bloque toute l'économie, on bloque peut-être aussi où on modifie les règles d'accès à l'école. Donc là encore, vraiment cette nécessité de dialogue pour apaiser les choses, regarder avec un peu plus de bienveillance, même si j'entends complètement l'extrême stress dans lequel sont l'ensemble des acteurs économiques. Je voudrais peut-être conclure en disant que je vous remercie d'avoir fait allusion aux 2 ouvrages là, qui datent d'1 an et 2 ans sur la démocratie en santé et sur Place à l'éthique, point d'exclamation. C'était le titre il y a 1 an. Ces deux thématiques, on les retrouve pointées dans les recommandations de la ministre des Personnes âgées qui date d'hier par rapport aux préconisations sur les fêtes de fin d'année. Il y a un travail en cours sur la vaccination. On voit bien qu'ici, on est en plein cœur du sujet. Donc, il faut se parler, il faut aller rechercher effectivement ce consentement parce que ce que disait Séverine Labou, c'est que peut-être que le risque, c'est de se dire, puisqu'ils sont vulnérables et qu'on prend des décisions qui impactent toute la société pour les protéger, on ne va pas leur demander leur avis, on va vacciner tout le monde. Voilà. Et en plus, une bonne partie d'entre eux ne sont pas en état de s'exprimer. Donc, c'est encore plus simple. Voilà. Vous voyez, c'est là ce risque. Pour autant, il faut aussi renforcer cette information sur les risques qu'il pourrait faire courir aux autres. C'est exactement ce que disaient Séverine et puis Florence aussi, toutes les deux. Ce sera le mot de la fin. Je renvoie notamment à la lecture de vos livres La démocratie en santé en question que vous avez dirigé avec Roland Olivier et puis Protéger les majeurs vulnérables, Place à l'éthique, le 4e volume ici que vous avez dirigé avec Sylvie Moidon-Châtaignier, Karine Lefebvre, Séverine Labou et Florence Brault. Merci beaucoup à toutes les 3 et merci à toute l'équipe technique des Champs Libres et à Astrid Massiot et puis à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.